Salut, c'est reparti pour une nouvelle émission radio en direct du festival Les Solidarités à Namur. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute, bienvenue à vous et bienvenue aussi à nos invités. Elles sont trois qui ont accepté de nous rejoindre autour des micros de ce petit studio mobile. Je dis petit mais il est quand même vachement plus grand que les autres années, on est très confortablement installés dans ce petit studio mobile, donc installé comme chaque année au cœur du festival des Solidarités. Merci d'être là. Et donc, qui sont-elles, ces invités? On va faire un petit tour de table de présentation. Je commence par qui? Par toi, Sandrine. Sandrine Chimbangou, tu es membre de plusieurs associations de soutien aux personnes exilées et sans papier, notamment Le Monde des Possibles à Liège, l'École des Solidarités et le collectif liégeois de soutien aux sans-papiers. À côté de toi, il y a Selena Carbonero Fernandez, tu es secrétaire fédérale de la FGTB, merci d'être venue à ce micro. De l'autre côté du panel, il y a Vanessa Amboldi qui est la directrice du CEPAG, une habituée de ces émissions. Et le CEPAG, c'est un mouvement d'éducation populaire, c'est le Centre d'éducation populaire André Genot. Et je termine ce tour de table par la demoiselle qui est à côté de moi, qui s'appelle Chiara Giaconia, et avec qui j'ai le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. Merci Clara de jouer le jeu. Avec plaisir. Chiara, pourquoi est-ce que je dis Clara? Et bien sûr, je termine aussi par ça, merci à Pierre, Arnaud et Angélie qui sont aux manettes de ce studio et qui propulsent cette émission jusqu'à vos oreilles. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui du nouveau gouvernement Arizona et de ce qu'il nous prépare comme politique migratoire. Et je mets bien sûr un paquet de guillemets autour de politique migratoire parce qu'il ne faut pas être Madame Irma pour deviner que les projets de l'Arizona en la matière risquent malheureusement de poursuivre et sans doute d'aggraver encore, si c'est possible, la logique répressive, autoritaire des gouvernements précédents. Une politique d'asile digne de ce nom, humaine, attentive à l'accueil et à la protection des personnes exilées et des demandeurs d'asile, n'est sans doute malheureusement pas pour demain. Chiara. On va rentrer dans le vif de ce sujet avec toi, Selena Carbonero Fernandez. Tu es secrétaire fédérale de la FGTB et pour la FGTB, tu suis de très près ce dossier. Depuis plusieurs années maintenant, qu'est-ce qui est sur la table pour l'instant et quelles sont les intentions du gouvernement Arizona? Alors, les intentions ne sont pas positives, c'est clair. Yannick vient d'en toucher un mot. Avec ce gouvernement, c'est clairement un virage répressif qui est pris. Le précédent gouvernement avait déjà placé le curseur à droite avec, par exemple, la loi Frontex ou encore leur politique proactive de retour avec de gros guillemets. Ce gouvernement ici veut clairement dire aux personnes qui voudraient venir en Belgique qu'ils et elles ne sont pas les bienvenus. Le virage répressif, il va se marquer par exemple en matière de politique de séjour parce que cette politique du séjour va être centrée sur le retour et sur la détention. Petite précaution oratoire, quand le gouvernement dit retour, on parle bien sûr d'expulsion. Parmi les mesures, je vais en citer quelques-unes et vous me permettrez de lire parce qu'elles sont tellement nombreuses, donc je vais y aller très brièvement. C'est un accent qui est mis en matière d'expulsion systématiquement sur la détention. Les places en centre fermé vont être doublées. Les aides à d'autres pays dans le cadre de la coopération au développement vont être conditionnées au fait que ces pays acceptent d'accueillir des personnes que la Belgique va expulser. Et donc, on va voir revenir aussi le phénomène d'externalisation de l'accueil aussi des demandeurs d'asile. J'en parlerai très brièvement après, qui est poussé par le pacte européen sur l'asile et la migration. Les conditions de regroupement familial durcies, on impose des conditions d'apprentissage de la langue, tant pour la personne qui est déjà en Belgique que pour celle qui va venir la rejoindre. Et à cela va venir s'ajouter, je n'ai pas tout cité, mais à cela va venir s'ajouter les visites, domiciliaires, avec en plus donc une criminalisation de la solidarité. J'ajouterai juste encore un point, c'est que tout cela est à lire en parallèle avec la manière dont le droit de séjour en fait est traité en Belgique. C'est une politique qui est purement discrétionnaire, ce qui veut dire que c'est laissé à la discrétion de l'exécutif, du ministre compétent, qui décide selon son bon vouloir et ses propres critères, et donc avec arbitraire, qui a droit de séjour ou pas, et qui il régularise ou pas en Belgique. Tout le contraire d'une politique transparente avec des critères clairs que nous demandons depuis de nombreuses années. Il y a un article du journal L'Écho qui date de février
de cette année, si je ne me trompe pas. Et dans cet article, il est indiqué que la mission de la nouvelle ministre NVA, elle s'appelle Anneleen van Bossuyt, sa nouvelle mission va être de taper fort, peut-être d'une manière jamais vue en Belgique. Ça donne une idée de ce qui risque de se passer. Peut-être ajouter un mot sur les visites domiciliaires. C'est une mesure qui avait été tentée par le gouvernement de Charles Michel il y a quelques années et qui avait été, notamment sous la pression de la société civile, qui avait été évacuée. Elle revient maintenant encore plus fort. Elle revient, ce qui veut dire que, notamment sur cet aspect-là, mais aussi sur tous les autres aspects que j'ai évoqués jusque-là, il va vraiment falloir se mobiliser pour faire reculer ce gouvernement. On voit que dans cette politique, finalement, là où le gouvernement prétend endiguer l'immigration illégale ou le séjour irrégulier, toutes les mesures qui sont prises, en fait, vont renforcer le phénomène du séjour irrégulier en poussant de plus en plus de personnes dans la clandestinité, avec ce que ça suppose comme insécurité pour ces personnes à titre personnel et comme précarité de vie au jour le jour. Selena, on revient encore un tout petit peu vers toi. Donc selon toi, on va clairement vers un durcissement des politiques menées à l'égard ou plutôt à l'encontre des réfugiés, des exilés, des personnes sans papier? C'est un durcissement clair à l'égard des sans-papiers qui sont déjà présents sur le territoire parce qu'ils n'ont qu'une perspective. Et ça, c'est le résultat d'années de politique migratoire. Je veux dire que depuis les années 70, le signal qui est lancé, c'est comme vous nous êtes plus utile, qu'on n'a plus besoin de vous comme main-d'œuvre pour faire le sale boulot, donc on arrête, c'est le stop migratoire. Et à partir de là, on crée un récit qui, en fait, inscrit et dit que les sans-papiers, les migrants sont... et même les demandeurs de protection internationale, alors que la Belgique doit respecter un certain nombre d'obligations et elle est hors la loi par rapport à ça, va leur dire vous êtes des indésirables, puis vous êtes des illégaux. Et là, on rentre dans tout le processus de criminalisation qui a amené, il y a quelques années quand même, à ce qu'un enfant meure sur l'autoroute parce qu'ils étaient vus comme des criminels. Et on est dans ce trend-là et en plus, ça ne va pas amener de solution en fait. Ça ne va pas amener de solution. Ce qu'il faut, c'est des trajets légaux de migration sûrs pour les personnes parce que c'est ça l'objectif premier, c'est de protéger ces personnes. Et deux, il faut que ces personnes, comme ça a été fait à l'époque, à partir du moment où elles sont en Belgique, elles travaillent, elles doivent pouvoir avoir accès au droit de séjour. On rappellera toute la question du permis unique, je ne vais pas rentrer dans le détail ici par manque de temps. Mais on est en gros en train de dire à ces personnes, si vous voulez avoir droit au permis unique, en gros, vous devez partir, retourner d'où vous venez et vous refaites la demande pour revenir. C'est complètement aberrant, alors que ces personnes n'ont plus de vie, en fait, dans le pays qu'ils ont quitté. Et il faut rappeler, en général, ils quittent tout simplement leur pays, ce qui est déjà très difficile, pour se construire simplement une vie meilleure et construire un avenir pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Avec ce type de politique migratoire-là, moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, mais mes grands-parents n'auraient pas pu venir ici en Belgique. Et donc, il faut se rendre compte qu'on est toutes et tous potentiellement un jour concernés. On peut être toutes et tous potentiellement concernés par ce type de politique. Sandrine, toi, tu milites dans plusieurs associations ou collectifs de soutien aux personnes sans papier. Aujourd'hui, et depuis des années, la situation des demandeuses et demandeurs d'asile est déjà extrêmement dure. Clandestinité, pauvreté, ce sont des milliers de personnes en Belgique qui vivent dans des situations catastrophiques, sans ressources, sans abri, sans protection. Comment ça se passe à Liège, là où tu vis? Qu'est-ce que tu vois de la situation de ces personnes? Eh bien, Kaira, je veux te dire que la situation est pire. Pire parce qu'on est dans une sphère... on vit le rejet dans toutes les sphères, que ce soit politique, économique, sociale, même en termes de soins de santé, en termes de vie intime. Il est très difficile même pour nous de se lancer dans une relation intime. Et tout ça, on a une impossibilité de pouvoir se retourner vers les services de sécurité ou de protection. Donc il y a ce blocage qui est là face aux formations par exemple, face au travail. On n'a pas le droit de travailler et on est à la merci des exploitations parce qu'il faut rechercher une survie. Donc au quotidien, c'est une violence psychologique. Donc, et là, nous avions eu déjà 4 arrestations au niveau de Liège, qu'on appelle des arrestations par ruse, parce que ça n'a pas été la police fédérale, mais ça a été la police communale qui a pu intervenir lors de ces arrestations
on a bien remarqué que le public ciblé, c'était des femmes. Donc, il y a eu 3 arrestations des femmes. Une qui avait le coaching en ICAM en cours, qui n'était pas encore clôturé. Et voilà qu'il y a eu l'arrestation par la police communale. L'autre, le monsieur, c'était via une cohabitation légale. Via une cohabitation légale, la femme qui est là, qui entend sonner, la police qui se présente, pensant que c'était justement pour des renseignements. Mais non, c'était l'arrestation. Il y a eu l'arrestation d'une dame qui est allée à la commune pour faire la reconnaissance de son enfant. Il y a eu l'arrestation. Et il y a eu l'arrestation de Sabine qui a fait le tour des médias et qui, par chance, on va dire, parce qu'il y a eu coalition, parce qu'il y a eu... oui, une mobilisation et qu'on a eu gain des causes, que nos camarades ont été relâchés. Donc la situation actuellement sur Liège, elle est catastrophique. Comment ça se passe au niveau des... On sait qu'à Liège, il y a toute une série de collectifs, d'organisations qui sont très engagées, très militantes sur cette question du soutien aux sans-papiers, sur la mobilisation aux politiques dont on parlait. Toi, tu fais partie de plusieurs de ces associations. Pardon. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment ces structures, ces collectifs se préparent à résister à ce rouleau compresseur qui va continuer à avancer? Exactement, par le travail de plaidoyer politique qu'on fait. On a des rencontres avec le collectif liégeois de soutien aux sans-papiers. Donc on a des rencontres politiques justement pour leur proposer des pistes de solutions pour une inclusion plus juste pour nous les migrants. Et il y a aussi ce travail que je fais toujours dans l'inclusion des personnes d'origine étrangère, avec le travail, parce que je suis formatrice, au sein de l'association Le Monde des Possibles. Donc on est en train de combattre l'électronisme qui est actuellement que la Wallonie vit. Donc il y a toujours cette mobilisation lorsqu'il y a des manifestations. On appelle aux politiques à descendre sur le terrain pour prendre en compte la réalité des vécus des personnes sans papier. Et voilà que j'ai été nominée héroïne nationale. Donc j'ai fait partie des 50 Be-Heroes 2025, mais malheureusement, j'ai pas pu accéder au Palais Royal faute de titre de séjour sur recommandation du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est quand même une histoire surréaliste. On est en Belgique et c'est vraiment une preuve flagrante. Quand même, prends une minute pour nous expliquer ça, c'est invraisemblable. Exactement. Donc, il y a eu ma candidature qui a été posée au niveau de la Fondation Roi Baudouin et dont j'ai été retenue. Et je veux bien... L'idée, c'est des héroïnes, des héros du quotidien. Du quotidien, pour mettre en valeur le travail qu'ils font au niveau de la société, qui contribuent à la société. Et je cite, ils m'ont dit, sur base de votre nomination et de l'évaluation d'un jury indépendant, vous êtes invité à participer au défilé du 21 juillet en présence de Sa Majesté le Roi Philippe, en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à la société, qui malheureusement avec le gouvernement ne reconnaît pas, parce que je suis encore sans papier jusqu'à ce jour. Et donc tu n'avais pas le bon papier et le bon titre de séjour pour accéder à l'invitation de Sa Majesté. C'est quand même phénoménal. Exactement, malheureusement. Alors, avant de me tourner vers toi, Vanessa, je voudrais encore poser une question à Selena sur ceci, parce qu'on vient de parler de violations manifestes des droits humains. Rappelez quand même que ces dernières années, la Belgique a été condamnée plus de 10 000 fois, peut-être que tu as le chiffre exact, moi j'ai arrêté de compter, plus de 10 000 fois par la justice pour le non-respect des procédures et des demandeurs et demandeuses d'asile, et aussi pour violation manifeste des droits humains. Et pourtant, la Belgique, elle s'en fout, en fait. Plus exactement, les gouvernements et les ministres responsables s'en foutent. Ça aussi, c'est énorme. Et je voudrais bien que tu nous expliques ça. Comment expliquer que la Belgique est hors la loi et que l'état de droit n'est pas respecté? Déjà par une série de faits. Parce que le problème, c'est que le manque de respect du pouvoir judiciaire par l'exécutif, il ne se manifeste pas uniquement par le fait qu'il n'exécute pas ces milliers de décisions judiciaires. La Belgique a aussi été rappelée alors par la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est aussi par le manque de moyens humains et financiers par lequel est affecté le pouvoir judiciaire, ne pouvant pas faire son travail correctement pour assurer
l'accès au procès équitable, l'accès à la justice pour toutes et pour tous. Au-delà de ça, les autres, la CSI, la Confédération syndicale internationale du travail, parle de coup d'État contre la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'on voit depuis plusieurs années une volonté de cornaquer, d'affaiblir tout ce qui représente les contre-pouvoirs. Que ce soit les contre-pouvoirs institutionnels ou, comme nous on aime à les appeler, les corps intermédiaires que sont la société civile, les organisations syndicales en particulier, etc. Et donc on voit que le Parlement n'est pas respecté. Les ministres se contentent de répondre aux députés dans le débat parlementaire « mais vous n'avez pas compris, mais vous n'avez pas bien lu », comme si c'était tous des imbéciles. On ne se tracasse pas de prévoir le quorum de présence nécessaire pour voter le budget si cher dans les deux sens du terme au gouvernement. Et on a même vu un député tricher en pleine séance parlementaire pour que ce quorum soit soi-disant respecté. Et donc, même le législatif n'est pas respecté. Et puis au-delà de ça, on pourra éventuellement parler de toutes les attaques qui sont faites en termes de mise en danger. En fait, les visites domiciliaires, c'est une manière d'attaquer et de criminaliser la solidarité. Mais on voit revenir les interdictions judiciaires à l'égard du droit de manifester. On voit arriver aussi la possibilité d'interdire des organisations et des associations parce qu'elles seraient trop radicales. Tout ça sans garde-fou, puisque ce ne serait pas sur base d'une décision judiciaire. C'est à nouveau l'exécutif qui aura un pouvoir discrétionnaire. Et donc, on voit comme ça, effectivement, s'accumuler un certain nombre de choses qui s'inscrivent, en fait, dans un récit qui est porté par ce gouvernement majoritairement à droite, qui est « nous, on veut concentrer le pouvoir politique et économique entre les mains de certains, les tenants du libéralisme et du capitalisme. Les autres, on doit éviter, quand ils parlent de liberté d'expression, c'est leur liberté d'expression à eux. Ce n'est certainement pas la liberté d'expression de celles et ceux qui veulent les contredire ou les contester. Je voudrais rebondir sur ce que Selena vient de dire. Bien sûr. Il y a cette espèce de racine du fascisme, en fait, parce qu'il y a cette inégalité en fonction de la couleur de peau, du sexe et du statut social qui est repris dans cet accord du gouvernement. Donc c'est vraiment la raison du plus fort est toujours la meilleure, quoi. Oui, avec un racisme d'État, une justice de classe, on en a déjà parlé dans cette émission l'année dernière d'ailleurs. Oui, j'allais ajouter que ça veut dire que le gouvernement belge en fait ne se contente pas simplement de violer les droits humains, ce qui est déjà extrêmement grave, mais qu'en plus il s'assied sur les principes démocratiques et sur l'état de droit en fait. Vanessa Osepaig, mouvement d'éducation populaire, vous êtes aussi très engagée sur le sujet et sur le soutien aux personnes exilées et sans papier. Quel est ton point de vue sur ces politiques menées par la Belgique et qui violent délibérément les droits humains ? Avant de pouvoir évoquer ce que nous fait ressentir au niveau de notre mouvement les politiques actuelles, il y a aussi une base, c'est qu'en tant que mouvement d'éducation permanente, on est régi par un décret qui nous dit que nous devons défendre des droits fondamentaux, un ou plusieurs droits fondamentaux si on reprend le texte in extenso. Donc c'est la base de pouvoir défendre des droits humains, des droits fondamentaux. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir défendre justement et donner la parole à celles et ceux qu'on prive de parole et qui sont dans l'invisibilité la plus totale. Il nous semble fondamental, si on veut continuer à pouvoir à la fois se regarder dans une glace, mais aussi à pouvoir continuer à défendre un projet de société et un message, que ce soit dans nos formations, dans nos campagnes, de pouvoir tenir compte de ces invisibles et de leur donner la parole pour pouvoir aussi leur permettre d'être les témoins et les experts de leur réalité. Il n'y a personne qui peut mieux parler de sa situation qu'une personne exilée, sans papier. Et je vous avoue, quand on a organisé une quinzaine d'émigrations en décembre dernier, qui s'est basée essentiellement sur des témoignages, voilà, vous ne ressortez pas
d'une demi-journée de témoignage de la même manière que vous y êtes entrés, parce que ce sont des réalités auxquelles on est confronté, mais qu'on ne voit pas au quotidien. Certains ne veulent pas les voir, et puis la vie fait que parfois on ne les voit pas. Donc pour nous, c'est dans notre ADN, qui plus est d'aborder ces questions-là au travers du prisme du travail, parce qu'il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes sans papier notamment sont des travailleuses et des travailleurs de l'ombre qui sont victimes d'exploitation. Et donc c'est aussi une espèce de mécanisme, quand on accepte dans un pays d'avoir ces travailleuses et travailleurs de l'ombre, eh bien qu'est-ce que ça veut dire en termes de conditions de travail générales? On ne peut pas avoir un projet de société, une société qui émancipe, si on accepte que des personnes travaillent dans l'ombre et dans des conditions d'exploitation innommables. Certains cas sortent dans la presse, mais il y a tous ceux qu'on n'entend pas et qui sont absolument abominables et au-delà du disciple en fait. Donc voilà, ça c'est une première raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et je vais faire quand même référence à l'émission d'hier qui parlait du narratif. Et Selena y a fait référence. Il y a aussi tout le discours qu'on nous impose sur ces questions-là. On parle de crise migratoire et pas de crise de l'accueil. Or, donner comme ça dans les discours officiels et donc relayés par la presse, donner un vocabulaire, des mots et des expressions qui finalement formatent un peu la manière d'envisager ces politiques-là, ça c'est hyper dangereux et ça c'est un travail un contre-travail qu'on essaye de mener. Et quand je dis on, c'est l'ensemble du monde associatif qui défend un projet de société émancipateur pour toutes et tous et une vision progressiste aussi du monde qui tienne compte de toutes les réalités dans un état de droit, comme ça a déjà été évoqué aussi, parce que s'asseoir sur l'état de droit, finalement, c'est s'asseoir sur une forme de démocratie, et ça, c'est un petit peu dangereux. Voilà, donc, si je réponds à la question que tu m'as posée, j'y arrive. C'est extrêmement clair, Vanessa. Mais oui, les mesures de l'Arizona sont dégueulasses, on peut dire un vilain mot. Donc voilà, de nouveau, j'ai envie de dire, c'est de l'indécence en fait. C'est de l'indécence assumée, c'est ça qui est terrible. Et quand on entend certains représentants politiques se vanter du fait qu'on va avoir une politique migratoire la plus dure que la Belgique n'ait jamais connue, voilà, moi ce n'est pas un pays dans lequel j'ai envie de vivre et de continuer à défendre si c'est le genre de politique qu'on nous sert. Et donc l'importance est de continuer à s'opposer et à dénoncer, surtout quand c'est hors la loi par rapport au droit international. Tu anticipes magistralement la question suivante que je voulais vous poser à toutes les trois en fait. Ce qui vous rassemble, et ça se ressent très fort autour de ces micros, ce qui vous rassemble toutes les trois, Selena, Sandrine, Vanessa, c'est cette même détermination à résister à ces politiques dont tu viens de parler, des politiques qui ne sont pas simplement dégueulasses, qui sont violentes, arbitraires, illégales, on l'a dit aussi. Des politiques qui répriment, qui méprisent, qui enferment des innocents dans des centres fermés, qui les expulsent par charter, la relocalisation, enfin, là encore un euphémisme. Des politiques qui les tuent aussi. Il y a eu Maouda dont on a parlé, il y a eu Semira avant elle, et puis tant d'autres. Je voudrais que vous nous parliez de votre résistance à ça, chacune d'entre vous. Vous en avez déjà un peu parlé, mais comment vous avez cette flamme, ce feu pour résister au quotidien? Par exemple, toi, Sandrine, ta manière de lutter, de résister, tu l'as dit un peu avec les associations et les collectifs dans lesquels tu t'impliques, mais comment ça se traduit au quotidien? Mais écoute, Yannick, comme les statistiques ne mesurent pas nos réalités, seul le témoignage compte. Raison pour laquelle je suis là, et dont les politiques doivent vraiment en tenir compte, j'insiste là-dessus. Car c'est sur base de ça qu'on s'est trouvé des pistes de solutions. Moi, j'ai toujours posé la question aux politiques, sur base de quoi vous prenez des décisions, si on ne connaît pas les réalités, les vécus. Et pour moi aussi, le fait de témoigner, c'est aussi défendre l'état de droit en proposant des pistes de solutions, justement pour avoir une politique plus juste et plus humaine. Voilà. Et toi, Vanessa, que peut faire et que fait le CEPAC? Quelle forme prend votre résistance? Eh bien, pouvoir offrir un espace
pour récolter cette parole et ces témoignages. Ça me semble fondamental. Pouvoir aussi continuer à défendre ce qui nous semble juste. Et donc ça passe dans les formations, les activités, ça passe par continuer à aborder ces sujets, à parfois aussi devoir réexpliquer certaines réalités et donc sortir du cadre qui nous est imposé. Donc du cadre narratif, mais aussi du cadre qu'on semble vouloir nous imposer comme quelque chose qui n'a pas d'issue alternative. Si, des alternatives, ça existe. Et ça ne va pas tout détruire ou ça ne va pas détruire d'autres groupes de la société. Ce n'est pas vrai. Donc pouvoir continuer à affirmer ça. Et j'ai envie de dire que ce soit pour ces questions-là, mais pour toutes les questions où on amène une opposition ou un autre regard, ne pas s'autocensurer. C'est-à-dire continuer à aborder ces questions, continuer à mettre la lumière sur des témoignages et des vécus et ne pas s'autocensurer en disant voilà, on risque d'être mal vu, on risque de nous revenir dessus si on continue ça. Je pense que ça, c'est aussi un risque d'être dans un état de moins en moins démocratique si on s'autocensure, ce qui est compliqué aussi parfois, on se pose des questions. Donc voilà, et continuer à être dans le collectif, évidemment. Peut-être un mot quand même à toutes les deux sur l'école des solidarités qu'on a cité tout à l'heure. C'est important quand même ce travail que vous faites au sein de l'école des solidarités. Oui, ok. C'est vraiment un grand travail, c'est dans cette sensibilisation à mes camarades sans papier, de pouvoir connaître nos droits, de pouvoir lutter, de ne pas se laisser prendre par la peur, parce que c'est ça la première chose qu'on a. C'est vraiment de se retrancher, de fuir, de se cacher. Mais ici, avec l'école des solidarités, c'est justement aussi de nous attirer, nous, à mettre nos compétences à disposition, bénévolement, par exemple, comme je le fais en tant que formatrice, à transmettre le savoir. On vit bien une fracture numérique actuelle. On est dans l'électronisme actuel. Alors comment combattre? C'est justement en mettant toutes ces compétences à disposition, en formant les primo-arrivants, en nous mettant vraiment dans cette inclusion, justement parce que c'est la seule chose en tant que sans-papier qu'on nous demande lorsqu'on a, par exemple, on veut se lancer dans des demandes 9 bis sans les preuves d'intégration. Comment prouver notre intégration? Intégration, encore un mot à tiroir. Vanessa, sur l'école des solidarités encore? Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi cet espace d'échange et de rencontre avec des citoyens qui ont aussi des papiers. Et donc ça, c'est très important aussi, de pouvoir faire se rencontrer différents publics et de travailler sur une revendication politique, un plaidoyer politique qui est extrêmement important pour que les personnes concernées se sentent aussi impliquées dans ce travail de réflexion et de revendication politique, au-delà des aspects parfois beaucoup plus pratiques, comprendre la loi. Bref, vraiment un travail d'éducation populaire comme c'est le cas. Mais donc cet espace aussi de rencontre entre différents publics est important. Et alors très concrètement, les écoles des solidarités, on en a à Liège depuis 10 ans et aussi à Namur, Mons et Charleroi. Donc voilà, comme ça vous savez si jamais ça vous intéresse. Oui, Sandrine. Pour te dire, Yannick, l'école des solidarités est ce lieu où je me suis toujours sentie légitime, accueillie et valorisée. Et tu changes la vie d'un grand nombre de personnes au quotidien. Ces politiques répressives dont on en parle depuis le début de cette émission, ces logiques que vous dénoncez, elles ne concernent pas seulement les personnes sans papier, exilées. Elles s'inscrivent dans un durcissement qui s'étend dans toute la société. En Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, on assiste à des politiques de casse sociale généralisées. Des détricotages de droits sociaux, des politiques qui s'attaquent à celles et ceux qui sont déjà les plus fragiles. Selena, qu'en penses-tu? Mais je suis tout à fait d'accord, évidemment. Je dirais juste par rapport à la précédente question, parce que je n'y ai pas répondu, qu'au sein de la FGTB, une de nos missions fondamentales, c'est de défendre les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses privés d'emploi, mais aussi les travailleurs et les travailleuses qui sont privés de papier, qui sont sans papier. Et donc, voilà, nous on décline ça de différentes manières. Je ne peux pas y venir maintenant concrètement parce qu'on manque un peu de temps et qu'il faut que je réponde à ta question. On est évidemment face à un gouvernement
qui sous couvert de modernité, en fait, construit une régression sociale majeure que l'on n'a plus vue depuis des décennies, en dérégulant les conditions de travail, les conditions de rémunération. Leurs modèles, ce sont les flexi-jobs, les jobs étudiants, l'élargissement du travail de nuit, l'annualisation du temps de travail. Leur modèle, c'est l'emploi précaire, en fait. Et donc, ça se confirme par la réduction de la protection contre le licenciement, le blocage des salaires, les exclusions de milliers de personnes de la sécurité sociale. On parle de plus de 180 000 personnes qui vont être exclues du jour au lendemain de la sécurité sociale, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des travailleurs et des travailleuses qui vont être pris en tenaille entre le patron qui va pouvoir leur imposer des conditions de travail de merde, parce que ça, c'est aussi la liberté dont parle beaucoup le gouvernement, en fait. C'est la liberté aussi du patron de pouvoir imposer des conditions de travail de merde, parce que les travailleurs et les travailleuses vont avoir de plus en plus difficile à les refuser. Et d'un autre côté, c'est cette crainte de se retrouver exclu du filet de sécurité que constitue la sécurité sociale. Et donc, c'est un gouvernement de régression sociale purement et simplement, qui va donc essayer de casser aussi toutes les formes de contestation, de résistance. Et parmi ces forces de résistance, on va notamment retrouver les organisations syndicales qui sont donc une cible privilégiée de ce gouvernement de droite. Le temps file et on arrive bientôt au terme de cette émission. Peut-être encore un dernier petit mot à chacune d'entre vous pour conclure. Par rapport à ce qui nous attend, comment on fait barrage aux mesures de répression des personnes exilées? Comment on fait pour défendre leurs droits et avec eux nos droits à toutes et tous? Comment on fait demain et comment on renforce la lutte et comment la rendre plus efficace aussi pour inverser la tendance? Vanessa? On visibilise. On continue à récolter ou à donner des espaces pour des témoignages, à montrer la réalité. On peut parler aux sentiments des gens aussi. Je pense que ce sont des réalités qui peuvent faire changer de point de vue, de regard ou donner un regard à des personnes qui peut-être ne sont pas conscientes de ce qui se passe. Et c'est le cas aussi, par exemple, avec la situation actuelle à Gaza. Pouvoir continuer à témoigner. Ce n'est pas pour rien que les journalistes ne peuvent pas aller sur le territoire pour ne pas mettre en lumière certaines choses. Donc je pense que c'est ces espaces-là qui sont extrêmement importants, c'est continuer à récolter les témoignages. Sandrine? Je dirais à ne pas se taire, à continuer à pouvoir le crier haut au fort, à continuer à faire des propositions comme l'instauration des critères clairs de régularisation où tout le monde a à gagner avec cette régularisation, me référant justement à l'étude menée par la Banque nationale de Belgique où l'immigration a fait augmenter les PIB de la Belgique, à avoir une ouverture des voies d'accès légal au travail, et cela mettra fin à l'exploitation et montrer la pente de l'économie belge et l'accès aux formations. Il y a des métiers en pénurie. Et s'il y a cette ouverture aux formations, je pense que cela aussi apporterait une solution au problème. Voilà. Célena, le mot de conclusion? Sensibiliser, évidemment, déconstruire le récit et montrer qu'en fait l'immigration c'est une richesse pour nous toutes et pour nous tous. Et puis construire le rapport de force, en fait, se mobiliser. Et la lutte permettra de reconquérir pour les travailleuses et les travailleuses sans papier, pour les migrants, pour les demandeurs de protection internationale, en écoutant surtout aussi ces personnes qui sont les premières concernées par ces mesures, qui sont les premières victimes, et les aider au jour le jour par la lutte collective. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre en direct depuis le studio mobile de la Radio des Solidarités à Namur. Merci Chiara d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à l'équipe technique, Pierre, Arnaud, Angélie. À l'année prochaine peut-être. Un dernier petit mot quand même pour vous souhaiter une bonne fin de festival et aussi pour vous dire, n'oubliez pas, le rendez-vous à Bruxelles, c'est le 7 septembre et ça fait écho à ce que Vanessa vient de dire. Manifestation nationale pour que cesse le génocide en cours à Gaza le 7 septembre. Salut.